Les familles sont toujours aussi nombreuses à faire appel à des professeurs particuliers pour aider leurs enfants dans leur scolarité. Pourquoi ce succès? Est-ce un mal nécessaire? On en parle avec nos invités. Alexandra Monouri, vous êtes responsable de la communication de Superprof. Bonjour. Bonjour. Donc c'est un site qui met en lien des professeurs et des élèves pour justement des cours particuliers qui ont beaucoup évolué, on en parlera. Thibaut Jovignot, vous êtes animateur au centre de Paris Anime, Paul Simon Lefranc. Ce sont des cours, c'est une association en lien avec la mairie de Paris et ce sont des cours particuliers proposés du CM2 jusqu'à la seconde. Jusqu'à la seconde. Voilà. Hugo De Giovanni, étudiant en deuxième année à Les Sylves, une école d'ingénieurs de la région parisienne. Vous participez au Cordée de la réussite. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste. Et Éloi Passot, journaliste au Figaro Bonjour. Étudiant, que nous connaissons bien. Éloi, le soutien scolaire, de quoi parle-t-on exactement? Oui, alors si on peut commencer par présenter effectivement ce que c'est, en fait ça peut recouvrir trois choses différentes. Donc d'abord il y a évidemment les cours particuliers auxquels on pense tous spontanément. Vous avez un professeur qui vient vous donner un cours de maths ou de français chez vous. Mais le soutien scolaire, ça peut aussi être l'aide aux devoirs, on y pense un peu moins souvent. Et puis ça peut être aussi les cours de préparation aux examens. Donc le bac ou le brevet, mais ça peut aussi être des concours post-bac, comme par exemple le concours commun des IEP, où il en existe d'autres. Oui. Alors c'est un marché qui s'est particulièrement développé en France. Oui, en fait, la France est même championne d'Europe du soutien scolaire devant l'Allemagne. Et je vous donne quelques chiffres clés qui sont tirés d'une étude de marché de Business Scout publiée en 2024. Donc il faut savoir qu'en France, le soutien scolaire, c'est quand même 12% des élèves. Donc c'est considérable. C'est un budget de 900 à 1100 euros moyens annuels par élève. C'est un marché qui est estimé à 2 milliards d'euros pour l'Hexagone, donc ça représente un peu moins de 2% du marché mondial. Et c'est 70 à 80% de l'activité estimée qui est au marché noir. C'est aussi important de le souligner. Alors, qui sont les principaux acteurs du marché du soutien scolaire? C'est un marché très concentré. En fait, il y a assez peu d'entreprises et elles se sont développées, ça oui, il faut aussi l'avoir en tête, avec la mise en place du crédit d'impôt en fait, à partir de 2005. Le premier acteur, bien sûr, c'est Acadomia. Aujourd'hui, c'est 50% de part de marché et 100 000 étudiants par an, donc c'est considérable. Et on peut aussi citer Complétude ou le cours Legendre, et il y en a d'autres pour les institutions les plus anciennes. Mais on peut aussi parler de start-up du cours en ligne ou de sites internet qui sont nés plus tard, peut-être dans les années 2000-2010. Il y a par exemple Cartable, G-School ou Superprof, évidemment, que vous représentez, Alexandra Monouri. Mais il ne faut pas oublier que les premiers acteurs de ce marché du soutien scolaire, évidemment, ce sont les élèves. Et en France, l'essentiel de la demande vient des lycéens, parce qu'ils ont le bac en fait en ligne de mire. Et évidemment, il y a les parents. Ceux-là non plus, il ne faut pas les oublier. Parce que dans la majorité... alors d'abord, ils payent. Et puis dans la majorité des cas, c'est aussi eux qui sont à l'initiative en fait, du soutien scolaire, peut-être plus que les élèves. Et donc, je me tourne vers vous, Alexandra Monouri. Selon vous, comment on explique que le soutien scolaire ait un succès particulier en France ? En France, écoutez, le soutien scolaire, je pense qu'il a toujours un peu existé. Aujourd'hui, nous, en tout cas chez Superprof, ça reste notre top matière. Il faut savoir que nous, on a plus de 30 millions de professeurs inscrits sur Superprof dans plus de 2000 matières. C'est-à-dire qu'on propose plus de 2000 matières. Les top matières, si je puis dire, restent des matières qu'on va dire académiques, donc maths, français, anglais, mais on a aussi des matières sportives, où vous voulez apprendre du piano, etc. Mais si je recentre sur le soutien scolaire qui est le sujet aujourd'hui, pourquoi ça reste important aujourd'hui ? En fait, je pense aussi que la demande, elle a évolué. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on imaginait le soutien scolaire un peu comme pour les élèves en difficulté, un peu en retard. Donc du coup, on avait un peu cette image du mauvais élève qu'on va aider. Sauf qu'en fait, nous, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie transformation dans les consommateurs du soutien scolaire, si je puis dire. On va aussi avoir des bons élèves qui ont simplement envie, là on parlait du bac, de décrocher cette mention. C'est-à-dire qu'ils peuvent être bons élèves aujourd'hui, mais ils ont envie d'aller plus loin. Donc du coup,
coup, ils vont approfondir une matière, une compétence. Donc, on ne touche plus forcément le mauvais élève, mais des élèves de tous les niveaux qui vont vouloir apprendre ou approfondir une compétence. Et vous l'avez dit, ça va du lycéen à des étudiants en prépa. Donc, on a vraiment tout un panel assez varié. Et même les prix sont variés, parce que j'imagine un prof de prépa ou un prof de maths quand même assez pointu. Ouais. Moi, j'avais fait appel à un prof pour ma fille qui passait les concours pour les écoles d'ingénieurs avant les oraux de prépa, donc c'était assez pointu. Bon, j'avais eu la chance, c'était pas trop cher, mais je sais que ça peut être assez élevé. Hein. Ouais, c'est vraiment notre force, c'est vous vous inscrivez en tant qu'élève ou parent d'élève. Vous avez le choix. Donc, comme je vous ai dit... C'est combien le maximum de prix que vous ayez vu ? On peut avoir de 15 à plus de 200 €. De l'heure ? De l'heure, ouais. Mais en fait, ça veut dire que vous avez vraiment le choix. Vous choisissez le prof qui vous convient, qui convient à votre besoin. La star, c'est 200 € de l'heure. Ouais. C'est la prof de maths ? Voilà, c'est la prof de maths. C'est le prof de maths de niche. Il a une expertise. Donc évidemment, si vous voulez viser l'excellence, vous allez prendre ce professeur à plus de 200 €. Si c'est pour du soutien scolaire, un besoin peut-être plus ponctuel, on va peut-être prendre un professeur qui fera un cours à 15-20 €. C'est vraiment l'idée de se dire, c'est pas trop cher ou pas assez cher, c'est vraiment vous choisissez le professeur, encore une fois, qui convient à votre besoin. La moyenne des prix, c'est autour de 30 €. De 30 €. Ouais. Thibaut Jovignot, vous, c'est complètement différent. C'est dans le cadre d'une association pour la ville de Paris. Comment fonctionne Paris Anime ? Donc, moi, mon centre Paris Anime, c'est le centre Paris Anime Paul Simon Lefranc. Donc, c'est géré par une association d'éducation populaire qui s'appelle la Ligue de l'enseignement. Moi, ça fait 6 ans que je suis animateur jeunesse au centre Paris Anime Simon Lefranc. Et dès la première année, parmi mes missions, il y avait effectivement cet atelier d'accompagnement à la scolarité. Et c'est vrai que, je reprends ce que vous dites, je vois aussi cette évolution en termes de besoins ou de vision de l'accompagnement à la scolarité sur les élèves qui ont un peu des difficultés à effectivement tout type de profil. Ouais. Alors, la différence entre vous et moi, c'est que moi, donc, ce sont des ateliers gratuits que je fais donc les mardis et les jeudis de 17h à 18h30. Pour les petits Parisiens. Exactement. Alors, ça peut être donc des enfants du quartier, mais ça peut être aussi... on accepte tous ceux qui passent la porte de notre établissement, finalement. Et quelle est la demande ? C'est pour plutôt du soutien quotidien ? C'est quelle classe ? Alors, en ce moment, j'ai beaucoup... 6e, 5e, j'en ai pas mal. J'ai un élève de CM2, un élève de seconde. Et ce que j'aime bien, c'est l'entraide qu'il y a entre les élèves, notamment des plus grands vers les plus petits. Et c'est vrai que moi, de base, je ne suis pas prof. Je suis juste... animateur. J'ai un souvenir, du coup, de mes années au lycée. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, ça va être pas tant le côté scolaire que le côté soutien. C'est-à-dire que l'information brute, moi, si je l'ai pas, on peut trouver sur Internet avec l'élève, et du coup, ça m'apprend à faire des recherches. Ça apprend l'élève à faire des recherches sur telle ou telle information. Mais ça va être aussi comment il gère au niveau de ses devoirs. Comment il gère au niveau de sa procrastination. Du coup, je lui apprends ce que c'est que la procrastination, à savoir remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Et c'est ce rapport entre le travail et le plaisir. C'est pour ça que j'essaye de mettre un peu de ludique aussi dans mes ateliers. Typiquement, 20 minutes avant la fin des séances, je sors toujours un petit jeu de cartes, histoire de faire un peu de cohésion de groupe. Et c'est quoi le problème qu'ils ont en général le plus souvent ? C'est des problèmes d'organisation, des problèmes... Parce qu'ils pourraient faire leurs devoirs seuls. Ils sont finalement assez âgés pour le faire. Je pense qu'il peut y avoir un problème d'organisation, un problème peut-être aussi au niveau de la grammaire et de la langue, parce qu'il y en a pas mal qui écrivent comme ils pensent. Mais il y a aussi dans ces élèves-là, au-delà de leurs difficultés scolaires, pratico-pratiques à eux, le rapport aussi qu'ils ont aux devoirs, et notamment le rapport qu'ils ont aux devoirs avec leurs parents. Chaque fois que j'accueille un nouvel élève, je fais un entretien avec moi, le parent et l'élève. Et c'est vrai que parfois, effectivement, je sens que chez certains élèves, déjà ils sont là effectivement à l'initiative des parents, ça on le retrouve beaucoup, mais il y a aussi le côté, plutôt que de faire ses devoirs chez soi et s'engueuler avec papa-maman, là c'est un temps privilégié entre l'école et la maison
pour faire ses devoirs, essayer de comprendre ses leçons, avec un tiers qui, de base, n'est pas forcément hostile. Ça leur donne un cadre, en fait. C'est ça. Il manque d'un cadre pour le faire. Et puis sans conflit, parce qu'un cadre non conflictuel. C'est un cadre non conflictuel, bienveillant. J'ai aucun élève nul dans mes ateliers. Pour moi, je pars du principe que chaque élève a des forces, des faiblesses. Alors peut-être qu'ils sont moins bons académiquement. Oui, bien sûr. Mais chaque élève a un potentiel. Donc moi, j'essaie de révéler ça. Il faut éduquer les jeunes, mais aussi beaucoup les parents. Je pense à... C'est les deux. C'est le lien, justement, en fait, avec les parents à ne pas et les s'énerver. On pense tous au sketch de Florence Foresti sur les devoirs. Je pense qu'on l'a tous en tête. C'est ce que je dis souvent. Difficile de garder son calme parfois quand on a des enfants. Hugo de Giovanni, étudiant à Les Sylves. Donc vous êtes toujours calme lorsque vous aidez les jeunes à faire leurs devoirs. Je suis au plus près des jeunes. Voilà. Ex-collégiens, ex-lycéens surtout. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on appelle les cordées de la réussite? Oui, bien sûr. Les cordées de la réussite, c'est un programme qui est national à la base, d'accompagnement de jeunes, de lycéens, de collégiens. Et donc on a importé au pôle Léonard de Vinci, donc on a nommé la cordée Mona Lisa. Le pôle Léonard de Vinci, du coup, qui est le groupe de 3 écoles, l'école de digital, l'IIM, l'école de management, le MLV, et l'école d'ingénieur Les Sylves. Et le but, du coup, de ce programme, c'est d'accompagner les jeunes, collégiens et lycéens, à travers différentes activités, pour promouvoir en fait l'égalité des chances, parce qu'on va accompagner des établissements publics à côté qui peut-être n'ont pas les mêmes ressources et pas les mêmes besoins, les mêmes opportunités. Et du coup, on va accompagner les jeunes sur différentes activités, notamment, ça peut être des visites d'entreprise. On est allé voir le groupe La Poste, on est allé voir Paris La Défense, on est allé voir Decathlon. Ça leur montre des opportunités, différents métiers, etc. On va faire les visites de nos écoles, on va les accompagner, ils vont faire des activités, la découverte des podcasts avec l'IM, des activités un peu plus électroniques avec l'ingénieur, etc. Ça peut être des activités culturelles. On a fait des visites de la Comédie Française. On est allé voir des pièces de théâtre, etc. Et donc ça, c'est des opportunités qui sont uniques. Vous, quel est votre rôle exact? Comment se passe votre rôle auprès d'un jeune? Vous avez un jeune en charge? Vous avez un petit groupe? Comment ça se passe, en fait, pour le soutien scolaire en particulier? Alors pour les activités plus classiques, c'est plutôt un groupe de tuteurs qui est en fonction du nombre d'élèves qu'on a. Ça peut être 3, 4 tuteurs, voire un peu plus. Mais après, le but, c'est juste d'accompagner les élèves, d'être là avec eux, de leur faire passer un bon moment, d'échanger avec eux, parce qu'on est un point de relais principal. Et pour le côté scolaire, comment vous faites? Et pour cela, du coup, on accompagne. Du coup, on a un groupe de 3e qu'on accompagne pour préparer le brevet, qu'on a eu depuis le début de l'année. Et donc là, c'est que certains tuteurs qui sont volontaires. Et là, on va avoir avec eux, c'est aussi un moment d'échange avec l'école et les élèves, où on va voir, on va cibler quelle partie du programme ils ont besoin de revoir. Et après, nous, on va adapter de manière plus ludique, peut-être voir avec des activités, des jeux, des quiz. Et après, du coup, ça va se passer un peu comme ça. Et pourquoi, à votre avis, ils n'arrivent pas à faire leurs devoirs seuls, chez eux pourquoi ils sont finalement amenés à faire appel à des organismes comme le vôtre? Je pense que c'est un tout. Ça peut être surtout des cadres familiaux qui ne sont pas forcément les plus faciles. Ça peut être juste l'élève en lui-même qui a du mal à travailler chez lui. Ça dépend. La procrastination, la fameuse. On y revient. Je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup d'élèves, peut-être dont moi, mais... Moi aussi. Hein. Ouais, voilà, c'est très répandu. Mais c'est un tout, surtout. Et donc après, nous, c'est leur apprendre à s'organiser, voilà, à prévoir, ce genre de choses. C'est comme ce que disait Thibaut, c'est leur apporter un certain cadre qui peut changer, peut-être un cadre neutre. Nous, on a l'avantage d'avoir des étudiants en tant que tuteurs. On est au plus proche d'eux, ils arrivent souvent à s'identifier à nous. C'est le rôle un peu du grand frère qui aide. C'est un peu ça. Mais du grand frère qui ne s'énerve pas, qui est toujours gentil, qui est bienveillant. On est en l'entre-deux entre pas les professeurs, mais des accompagnants et leurs amis, en fait. Et c'est la plus grande force qu'on a, qu'ils puissent s'identifier à nous. Éloi, c'est le moment de parler du pas de côté. Alors, vous allez nous parler du soutien scolaire, mais numérique, avec un focus sur une application particulière que vous avez testée. Oui, c'est ça. Alors, tous les élèves, effectivement, ont, je pense, rêvé un jour dans leur vie d'avoir quelqu'un qui travaille à leur place. Là, c'est une application qui propose un petit peu ça. Ça s'appelle Baobab Labs. Et ça fait appel notamment à l'intelligence artificielle. Ça a été créé il y a un peu plus d'1 an. Et donc, moi, j'ai tenté l'expérience. J'ai téléchargé l'application. J'ai indiqué que j'étais un élève de terminale. Et que mon objectif de révision, bien sûr, c'était d'être premier de la classe. Alors, comment l'application vous a aidé à réviser? En fait, c'est assez simple. Il suffit de scanner un cours. Moi, j'ai scanné un cours que j'ai récupéré sur Internet, donc qui était écrit à la machine. Mais si vous avez un cours écrit à la main, normalement, ça fonctionne aussi. Et en fait, l'intelligence artificielle va vous proposer d'abord des fiches de révision.
qu'elle va générer automatiquement. Et ensuite, elle va même vous proposer des quiz pour vous entraîner et pour apprendre votre leçon tout simplement. Donc moi, j'ai téléchargé un cours d'histoire sur les régimes totalitaires, parce que c'est au programme de la terminale. Et j'ai scanné une leçon sur l'arrivée au pouvoir de Staline, Mussolini et Hitler. Alors pour la fiche de révision, j'avoue que j'étais un peu déçu au début parce que en fait, c'est pas vraiment une synthèse du cours comme je m'y attendais, mais c'est une série de petites informations à retenir. En fait, bon, c'est pas inutile, mais c'est un peu différent de ce qui est annoncé. Donc par exemple, ça va être le rôle des personnages. Donc on va vous dire, vous allez avoir une fiche Victor Emmanuel III qui est roi d'Italie durant l'ascension de Mussolini, ou ça va être Trotsky qui est compagnon de Lénine, opposé à Staline. Et ça peut être aussi des définitions, donc ça c'est utile quand même dans l'optique d'une fiche. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire, de la propagande ou une purge par exemple. Est-ce que le test du quiz a été concluant? Et alors le quiz pour le coup, donc ça c'est assez intéressant. Il y a des questions qui sont pertinentes, qui sont posées sur le cours. Donc ça peut être par exemple, quand est-ce que Lénine est mort? Est-ce que c'est 1923, 1924, 1925? Je vous pose tous la question. Quand est-ce que les bolcheviks ont pris le pouvoir? Est-ce que c'est le 24, le 25 ou le 26 octobre 1917? J'avoue que j'avais... c'est précis, c'est très précis, donc c'est quand même utile. J'avoue que j'avais pas relu le cours, donc j'avais pas du tout la réponse à tout. Quel temps faisait-il sur place? Voilà. Mais heureusement pour moi, il y avait des questions quand même plus faciles, même trop faciles parfois, du style quel était le rôle de Hitler en 1933? Est-ce que c'était ministre de l'économie, chef du parti nazi ou chef du parti socialiste? Bon bah là, a priori ça allait. Et je me tourne vers vous, Thibaut Jovigno. Est-ce que chez les élèves que vous accompagnez, il y en a qui utilisent ce genre de technologie, l'IA pour réviser? Et est-ce que vous ne craignez pas qu'à terme ça puisse aussi transformer en profondeur, voire remplacer un peu le soutien scolaire? Alors, il y en a qui ont déjà utilisé l'IA, alors pas cette IA là, pour le coup, mais effectivement ChatGPT et d'autres. Voilà. Mais pour réviser en particulier? Alors, pour réviser, et il y en avait certains qui l'avaient testé pour faire des exercices. Après, que ce soit une IA ou que ce soit n'importe quelle information sur Internet qu'ils cherchent, souvent je leur demande de un peu doubler les sources. Parce que une information, ok, ça peut être pertinent, mais faut qu'elle soit, comment dire, qu'on sache d'où ça vient, que ce soit sourcé, mais aussi que ça réponde à la question posée. C'est-à-dire que effectivement, je plaisantais sur le temps qu'il faisait. Peut-être que c'est vrai dans la base de données de l'IA, c'est pas du tout ce que va poser le prof comme question. Donc, faut aussi apprendre aux élèves à utiliser ces outils. Moi, j'ai rien contre l'outil en tant que tel, c'est plus la manière dont l'utiliser et à quel point ça peut empêcher les élèves de réfléchir ou de faire quand même un travail au moins de vérification. Et vous-même, vous ne les avez pas utilisés pour faire des exercices ou ce genre de choses? Pour créer des exercices? J'ai un peu de mal avec les IA. Moi, je suis plutôt recherche sur Internet. De base, je suis pas très à la page. Alexandra Mounouri, le gros souci des parents lorsqu'ils cherchent un professeur particulier, un prof de maths, c'est souvent ce qui est le plus demandé, ce que vous disiez, c'est d'avoir des gens compétents, de bonne moralité, parce que quand même, ils viennent chez vous. Comment vous faites pour assurer justement ce lien entre les parents et les professeurs qui proposent? Chaque professeur, quand il s'inscrit, donc du coup, nous on vérifie le diplôme, donc chaque profil est vérifié. Et le parent d'élève, il accède au profil du professeur. Il y a tout un système d'avis qui ont été laissés auparavant par les autres élèves, des recommandations aussi de ses pairs ou d'élèves, d'autres élèves. Donc en fait, quand vous arrivez sur le site, que vous choisissez votre professeur, vous avez accès à tout un profil qui va vous mettre en confiance et qui va encore une fois vous permettre de choisir le bon professeur pour votre enfant. Donc vraiment les avis, les diplômes et les recommandations qui vont vous aider dans le choix. D'accord. Votre professeur. Et vous avez rarement des problèmes justement avec ces professeurs? Comment ça se passe si un parent vous remonte des soucis ou des difficultés, ou un professeur qui n'est pas compétent? Nous on a une super équipe support client qui est là pour répondre du coup à toutes les questions. Et évidemment, si un parent n'est pas satisfait, on a une équipe qui est là qui va prendre le relais. On peut envisager un remboursement nous, notre garantie, c'est la qualité. On veut assurer une expérience de qualité. Donc, si l'expérience ne
correspond pas à ce que le parent ou l'élève ou autre est venu chercher, évidemment, on va prendre des conséquences et on va essayer de creuser et de voir comment on peut aider le parent d'élève à aller au bout de son expérience et de trouver le bon professeur. Et vous n'avez pas peur que l'IA, finalement, remplace les professeurs de Superprof? Non, nous, on dit souvent qu'au-delà de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine qui prime. Donc pour nous, c'est vraiment ça qui est très important. Je ne pense pas que l'IA remplacera un humain, un professeur, parce que comme on l'a tous les trois dit, je pense qu'on est tous d'accord, ce côté accompagnement, bienveillance, on ne le retrouve pas, je pense, avec une IA. Donc, pour moi, ce sera peut-être un complément. Il y aura forcément un complément peut-être pour nous aider à réviser ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, rien ne remplace le prof. Le prof, c'est notre mentor. On a tous un prof qui nous a marqué. Je pense que vous aussi, instinctivement, vous pensez à quelqu'un. C'est ça qu'on a envie de reproduire avec Superprof. J'imagine vous aussi. Donc, rien ne remplacera l'IA, mais voilà, ça peut être, je pense, l'avenir, évidemment. Il faut travailler avec, l'appréhender et savoir la manipuler pour que ce soit un bon Juste une petite question sur le soutien dans l'enseignement supérieur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui augmente le soutien pour des élèves de prépa, ouais, pour des élèves qui sont en fac de droit, par exemple, qui ont besoin de soutien? Est-ce que cette partie-là augmente? Oui, nous, on a à peu près, là, on arrive, là, c'est sûr que le bac, brevet, on arrive sur ce temps fort, donc on a à peu près 20% d'augmentation sur ces temps-là. Soutien scolaire tout confondu, mais on a aussi évidemment des élèves en prépa qui veulent absolument réussir sur une expertise très spécifique. Donc on a vraiment une augmentation de tous les profils. C'est aussi des bons élèves. C'est aussi des bons élèves, évidemment. Hugo, est-ce que vous avez justement une histoire à nous raconter, une anecdote sur des jeunes que vous avez aidés et qui vous ont marqué? Oui, bien sûr. En fait, vu qu'on accompagne des jeunes de 4e et 3e, notamment sur un des collèges, on a eu la chance d'avoir un groupe de 4e l'année dernière qui est passé en 3e. Et du coup, on a eu la chance d'avoir une continuité en fait, sur ces élèves-là. Et on a fait un atelier sur l'orientation. En fait, en début d'année, on leur demande les métiers qu'ils veulent faire, leur métier de rêve. Et après, on va contacter des professionnels et on va faire une après-midi où ils vont être en lien avec ces professionnels. Ils vont faire, soit ils vont venir directement au pôle pour échanger avec eux, un entretien d'1 heure, 1 heure et demie, soit des appels en visio. On a eu par exemple des développeurs du Japon, ils ont fait la démarche de faire la visio avec l'élève, qui était très content. Et on a notamment eu un 4e qui voulait être designer, qui a eu la chance de faire un entretien avec un designer. Et la magie en fait, du programme, c'est qu'ils sont restés en contact, parce qu'il y a eu un très bon lien, ils ont très bien connecté entre les deux. Et en fait, le jeune travaille encore avec le professionnel, des fois, des petits contrats en freelance. Et c'est aussi ça, le fait d'avoir des opportunités qui s'ouvrent. Ça peut être aussi des élèves de STMG, où justement, on a envoyé une des tutrices qui est à l'école de commerce en 5e année, leur parler. Et même eux ne savaient pas qu'en sortie de filière STMG, ils pouvaient intégrer une école de commerce privée. Et du coup, forcément, ils avaient un peu des étoiles dans les yeux. Ils étaient très contents, en fait. Et ça permet aussi de briser des biais cognitifs. En fait, d'être exposé à de la réussite, à quelqu'un qui réussit dans une certaine voie, on va avoir plus de chances de se lancer dans cette voie et de se libérer un peu de certains carcans ou de certaines appréhensions qu'on peut avoir. Vous jouez finalement le rôle du grand frère qui a réussi dans une famille où on a envie de l'imiter. On montre la voie. On montre la voie et il réussit à l'école, donc pourquoi pas moi? Exactement. Donc Thibaut Jovignot, est-ce que vous aussi, vous devez faire des rencontres assez incroyables? Est-ce qu'il y a des choses, franchement, des événements qui vous ont marqué lors de... C'était notamment la première année que je faisais de l'accompagnement à la scolarité. J'ai commencé en octobre 2019 et en 2020, mars 2020, il s'est passé un petit événement qui nous a affecté pendant quand même plus d'1 an. Donc le Covid, pour ne pas le citer. Léger. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Justement, il y a un côté faille spatio-temporelle où effectivement ça s'est passé, mais bref. Et c'est vrai que c'était la première année donc, que je faisais l'accompagnement à la scolarité avec un groupe d'élèves qui se connaissaient tous. Ils étaient dans la même classe et moi j'aimais bien les appeler les attachants. Ce mot valise entre vraiment, ils ont un côté touchant, mais ils sont un peu turbulents quand même. Mais justement c'est très motivant parce que ça donne envie justement de faire énormément avec eux. Ils avaient une très bonne assiduité et bim, confinement.
Et donc du coup, à ce moment-là, ils étaient en plus sur l'année 3e. J'ai pas pu les accompagner pendant une bonne partie de l'année. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé d'ouvrir l'accompagnement à la scolarité sur les secondes. Et pareil, sur l'année de seconde, il y avait aussi les couvre-feux, donc il y avait des attestations que je devais donner. À un moment, il y en avait un qui avait raté qui n'avait pas pris son attestation, il s'était fait contrôler, on a dû faire sauter des amendes. C'était très 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 compliqué, mais au-delà de ça, c'était quand même un groupe avec qui j'avais un très très bon relationnel. Et peu de temps après... Ils sont devenus quoi ? Justement, ces attachants. Ces attachants. Il y en a un qui s'est dirigé vers des études de droit. Il y en a un autre vers des études de communication. Et tous, vraiment tous, que j'ai eu en accompagnement à la scolarité ont eu des extrêmement bons souvenirs de comment ça s'était passé. Parce que justement, il y avait cette cohésion de groupe. Et c'est vrai que, c'est ce que je disais, moi je ne suis pas prof, mais je suis animateur et je m'intéresse à la cohésion du groupe et à essayer de travailler l'autonomie au niveau des élèves. Et ce n'est pas forcément des enfants où les parents ne sont pas capables de faire du soutien scolaire. Pas du tout. Ça peut être les parents peuvent tout à fait faire ça, mais on préfère que ce soit un tiers, quoi. C'est tout le principe de tertiariser au niveau d'un groupe d'accompagnement à la scolarité. Et c'est vrai que j'essaye aussi de faire un travail autour de l'orientation des élèves. Je vois qu'il y a énormément de pression, que ce soit du premier entretien ou tout au long de l'année, sur l'orientation des élèves. Moi, je suis pas depuis la maternelle, quand même. Comme justement, la moi, ministre nous a... je suis pas trop pour. Ça m'emballe pas trop. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt. Moi, pour vous parler très 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 brièvement de mon parcours, j'étais donc très procrastinateur au lycée. J'ai passé un bac littéraire, mais je voulais pas me lancer directement dans des études supérieures. J'ai fait un service civique qui m'a montré plein de métiers. Je me suis lancé dans une formation d'éducateur spécialisé, donc travailleur social. Je suis pas allé au bout de cette formation parce que j'avais des problèmes de procrastination, mais aussi pour d'autres difficultés. J'ai passé une année blanche, je suis passé par la case McDo un moment, et ensuite j'ai fait un BPGEPS, qui est un diplôme dans l'animation en 1 an, et après ce BPGEPS, j'ai eu le poste à Simon-Lefranc, et ça fait 6 ans. J'ai pas un parcours atypique de je sais ce que je veux faire plus tard, que ce soit dès la 3e, dès la première ou... et finalement, voilà. Vous connaissez les problèmes rencontrés par ces jeunes, finalement, ça vous parle aussi. Oui. Parce que vous dites, moi aussi j'ai connu ça, finalement, je sais comment faire face et je sais comment les aider. Je ne sais pas si Hugo, c'était pareil. Vous aussi, on a tous connu des problèmes. On se reconnaît beaucoup envers les jeunes. Et on sait comment, finalement, les gérer. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission sur le soutien scolaire. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris d'école sur Figaro TV.